Bonjour à tous, alors on est en octobre et le mois d'octobre est connu pour être le mois de sensibilisation au cancer du sein. On appelle cette période de sensibilisation Octobre Rose, où il y a beaucoup d'actions qui sont faites autour de la sensibilisation au cancer du sein. Informer sur la maladie, informer sur le diagnostic, informer sur un peu tout ce qui se passe autour de cette maladie. Et moi j'ai une histoire à raconter à ce propos. Donc je m'appelle Graciela, j'ai 28 ans et quand j'avais 17 ans, j'avais des tumeurs dans les seins. J'étais au lycée en terminale, j'avais plusieurs boules dans les seins donc, et en quelques semaines j'ai eu une de ces boules qui a énormément grossi en très peu de temps. C'était super douloureux, c'était brûlant, genre c'était chaud et c'était super dur. Mais pour moi, ça m'a pas alerté tout de suite parce qu'en fait, depuis ma puberté, dès que j'ai commencé à avoir de la poitrine, j'ai directement eu des boules dans les seins. Donc pour moi, c'était normal. Mais juste le fait que celle-là, elle grossisse énormément en si peu de temps, qu'elle soit douloureuse et qu'elle soit brûlante, ça a commencé un peu à me mettre la puce à l'oreille. Mais j'avais 17 ans, j'étais loin d'être consciente en fait de tout ça. Et en plus de ça, j'avais déjà une maladie grave. Je suis née avec la drépanocytose et en plus à cette période j'étais vraiment très malade, très souvent hospitalisée, j'avais de lourds traitements etc. Donc ça m'a pas tout de suite effleuré l'idée que c'était grave et que je devais consulter. Et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est une amie qui m'a fait remarquer que mes seins étaient bizarres. Je savais pas que c'était pas censé être comme ça. Mais avec la douleur etc, ça a quand même commencé à m'alerter. Et une fois j'étais à l'hôpital pour mon traitement. Donc par rapport à la drépanocytose, en fait à l'époque je me faisais transfuser toutes les 6 semaines. Et donc quand j'étais à l'hôpital pour ma transfusion, je fais part au médecin du fait que j'ai une boule dans le sein, ça fait un petit moment que ça a énormément grossi. Et en fait à l'époque j'étais dans un hôpital pédiatrique. Elle essaye de prendre rendez-vous pour moi dans un service qui peut regarder un peu ce que c'est. Mais le rendez-vous il est dans 6 mois. Et moi ça m'arrangeait pas parce qu'on était au printemps. Et donc à cette période je révisais le bac. Et mon plan c'était en été de passer du temps à la piscine et tout avec mes copines. Et vu l'état de ma poitrine, je n'aurais pas pu me mettre en maillot de bain comme ça. Et j'en ai parlé à d'autres médecins, à ma mère et tout. Et ma mère elle connaissait une clinique. Elle m'a dit d'aller dans cette clinique. C'était les dernières vacances de l'année avant le bac. C'était vers avril comme ça il me semble. Et mon plan en fait, comme j'avais eu beaucoup de retard avec mes hospitalisations etc, avec mon état de santé déjà qui était catastrophique par rapport à la drépanocytose, mon plan c'était de passer absolument toutes mes vacances à la bibliothèque pour réviser pour le bac. Mais il y a ce problème là quand même qui commence à urger et donc pendant toute une semaine je vais dans la clinique qu'on m'a dit et en fait pendant toute la semaine on me fait revenir tout le temps. Je fais un examen aujourd'hui, on me dit de revenir le lendemain, etc. etc. J'ai pas pu réviser autant que je voulais, autant que j'avais prévu. Et la deuxième semaine, la clinique transfère mon dossier dans un hôpital pour adultes cette fois-ci. Et là, vu l'ampleur que ça commence à prendre, je commence un peu à tilter petit à petit. La première chose qui m'a fait tilter, c'est la réaction de la technicienne qui m'a fait ma mammographie. Quand elle m'a vue, elle était horrifiée. Et moi j'ai l'habitude, vous voyez, donc des rendez-vous médicaux, des techniciens, des examens, des IRM, des échographies et tout machin. C'est absolument pas l'inconnu pour moi. C'est pas un truc qui m'impressionne ou quoi. Et surtout je sais comment ça fonctionne. Et je sais que les médecins, les techniciens, les soignants, etc. n'ont pas le droit en fait de manifester quand ils sont choqués. Ils n'ont pas le droit de montrer qu'ils sont dépassés par les événements ou que voilà. Et le fait que cette technicienne là n'ait pas su se maîtriser, elle m'a crié dessus limite comme si j'étais sa fille en mode mais pourquoi t'es pas venue plus tôt, mais ça va pas d'avoir laissé ça se développer comme ça et tout. Et le regard qu'elle avait en fait, vraiment comment elle était horrifiée en voyant ma poitrine et en me faisant passer ma mammographie. Là j'ai eu le premier tilt. Et après ce qui s'est passé c'est que donc je suis encore revenue pour faire d'autres examens. Et à la fin, il y a un médecin qui m'appelle sur mon portable. Et ça, je trouve ça bizarre. Déjà, c'est pas le médecin qui appelle directement, c'est une secrétaire, c'est quelqu'un d'autre quoi. Et elle m'appelle pas directement sur mon portable, soit ils envoient un mail, un SMS, enfin quelque chose, mais c'est
Genre là ça montrait quand même un caractère d'urgence. Et donc je réponds et elle me dit oui, demain faut que tu viennes avec ta maman à tel endroit, etc. pour une consultation et tout. Je dis ok. Et il faut savoir que j'avais 17 ans donc j'étais encore mineure, mais comme j'avais l'habitude de l'hôpital et tout, je faisais tous mes examens toute seule, sans ma mère, sans problème. Donc le fait qu'on me dise de venir avec ma mère, déjà c'était bizarre. Là c'était le deuxième deal. Arrive le fameux jour en question, donc je vais m'asseoir avec ma mère en face de ce médecin et la dame, comment elle me regarde, elle est un peu plus sage on va dire que la technicienne, mais elle est pas... Voilà, en fait ça sent qu'elle va nous annoncer une mauvaise nouvelle en fait. Elle est là, elle triture un peu ses mains, elle hésite et tout, elle me pose des questions, elle pose des questions à ma mère. Elle me demande si je suis beaucoup plus fatiguée ces derniers temps. Enfin, elle me pose des questions et dans les questions qu'elle me pose, je comprends qu'on n'a pas su me diagnostiquer à temps parce qu'en fait les symptômes, en dehors de la grosseur, de la douleur et de la brûlure, genre les autres symptômes, la fatigue, etc. sont mélangés à mon autre maladie. Donc on pensait peut-être que c'était juste ma drépanocytose qui s'aggravait alors que j'avais une autre maladie qui était en train de se développer. Elle continue à me poser des questions et à un moment elle me dit de me lever, d'aller sur le brancard, bref la table de consultation là. Et pendant qu'elle me palpe et tout, la manière dont elle m'a regardée, enfin à la fin plutôt je crois, ouais, quand elle a fini, la manière dont elle m'a regardée, en fait là j'ai compris. Genre c'était, j'étais plus en train d'hésiter, c'était plus juste un autre tilt, c'était je savais ce que j'avais compris ce qui se passait, c'était officiel quoi. Mais maintenant il fallait que ça sorte de la bouche du médecin, fallait que ce soit dit, fallait que voilà. Et je vais m'asseoir et elle continue à triturer ses mains, elle est hésitante, là elle est encore plus mal entre guillemets que avant de m'avoir consultée. Elle est vraiment hésitante, elle est fuyante du regard, elle cherche ses mots. Et à un moment elle finit par se poser, elle souffle, elle dit à ma mère, madame, on a diagnostiqué chez votre fille un cancer du sein. Et là c'est la cata. Et donc elle commence à discuter avec ma mère. Elle dit là on voit que quand même c'est un stade avancé, mais on va tout faire en gros pour commencer les traitements au plus vite. Dès la semaine prochaine je pense qu'on va commencer la chimio, etc. Elle commence en gros à parler du plan de soins, de la manière de me soigner quoi, de les différentes options. Elle parle de chimio, elle parle des opérations, elle dit qu'il y a encore d'autres examens pour voir comment opérer, pour voir quel type de chimio machin. Et elle nous dit qu'ils sont vraiment dans l'urgence, vu mon âge, etc. C'est pas commun, machin. Et pendant qu'elle parle avec ma mère, en fait moi je me retire en moi, je commence à parler dans ma tête toute seule. Et je suis là en mode, je viens d'entendre un truc mais maintenant il faut que je le reçoive. J'avais compris, j'avais besoin d'entendre et maintenant j'ai besoin de, je sais pas, de l'accueillir. Je me suis dit ok, je m'appelle Grace, j'ai 17 ans. J'ai la drépanocytose, l'asthme et le cancer. Déjà à cause de la drépanocytose, j'avais de lourds problèmes de respiration. Et les médecins m'avaient catégorisée comme asthmatique pour pouvoir traiter mes problèmes de respiration comme une maladie à part entière en dehors de la drépanocytose. Et donc je me retrouve à 17 ans avec 3 maladies. Et faut savoir que j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais c'est pas l'éducation que j'ai reçue qui m'a donné envie moi de me tourner vers la foi chrétienne. Mais j'ai toujours cru en Dieu, ça a toujours été une évidence quoi. Et en fait 1 an plus tôt, donc quand j'avais 16 ans, quand ma maladie était en train de s'aggraver et que on m'avait mise aux transfusions, en fait à ce moment là j'étais énervée contre Dieu, j'étais très en colère contre Dieu et je comprenais pas tout ce qu'on me disait dans la foi chrétienne autour de Jésus, etc. Genre, soi-disant, il y a un Jésus qui est mort à la croix pour moi, soi-disant, il a versé son sang pour que moi je guérisse, etc. Toutes ces choses-là, mais comment c'est possible que ça soit vrai, que la foi autour du christianisme existe et que moi je me retrouve condamnée à devoir vivre du sang des gens, condamnée à me faire transfuser pour devoir respirer, pour devoir vivre quoi. Et donc j'avais décidé de mon plein gré, de moi-même, de renier Dieu. Genre je croyais toujours qu'il existait, mais je ne voulais plus un jour développer une potentielle relation avec lui. Je voulais plus le considérer dans mes plans, dans mes actions, dans ma vie tout simplement. Je voulais plus de Dieu parce que c'est quoi ce Dieu
qui permet à ce que moi je vive des transfusions, permet à ce que moi je vive du sang des gens. J'étais en mode genre, si un jour les gens ils veulent pas donner leur sang, en fait moi je meurs et il y a un dieu quelque part qui cautionne ça, no way, j'en veux pas. Et du coup on revient donc à mes 17 ans quand je suis dans le cabinet du médecin et là je commence à penser à Dieu. En fait je me savais condamnée. La manière dont elle parlait, même si elle essayait genre de nous donner de l'espoir en me disant oui on va très vite commencer les traitements etc. La manière dont elle m'a regardé les gars, j'oublierai jamais. Et au vu de ce qu'il y avait en fait, parce que oui du coup je vous ai parlé de la grosse tumeur qui grossissait, qui me faisait mal et tout, mais c'était pas du tout la seule. En fait j'avais 9 tumeurs dans les 2 seins. Et elles avaient différentes tailles, elles étaient de différents types etc. Bref, en fait je savais que mon cas était grave et surtout par rapport à la drépanocytose. En fait ça allait être un énorme bourbier et je le sentais. Je le sentais non seulement par les médecins, les analyses, les examens etc. mais aussi comment moi je me sentais physiquement dans mon corps, c'était chaud, donc je me savais condamnée quelque part. Et je savais qu'elle parlait, voilà, elle croyait pas trop en ce qu'elle disait. Elle essayait d'y croire, elle essayait de nous dire que non, on va faire tout ce qu'on peut, commencer les traitements très rapidement etc. Mais elle croyait à peine à ce qu'elle disait quoi. Et moi je le voyais dans sa manière de parler, dans son regard. Et donc je me retire dans ma tête et je me dis, donc là en fait je vais bientôt mourir. Et j'étais convaincue que j'allais mourir avant mes 20 ans. Genre ma date de péremption c'était à mes 20 ans. Et vous voyez, bah, comme dans les films, genre t'entends une nouvelle choquante, tu te refermes sur toi-même, les gens continuent à parler autour de toi, la vie continue autour de toi, mais t'entends ça de loin comme un écho et toi tu t'es retiré et genre c'est toi dans ta bulle. Et j'étais en mode ok, donc là soit bah, je vis ma vie à fond, de toute façon je suis condamnée à mourir, soit je fais ce que je veux de ma vie parce que j'en ai plus pour longtemps en fait, autant faire tout ce qu'il y a à faire. Et à l'époque il y avait la phrase YOLO qui était grave à la mode, you only live once, et j'étais en mode là ma belle, soit tu te mets en mode YOLO parce que dans pas longtemps t'es morte, donc autant profiter de la vie à fond, vivre un max avant de clamser parce que t'en as plus pour longtemps. Et d'un autre plan, vous voyez dans les films, quand on a genre un ange et un démon qui nous parlent, voilà, donc j'avais le côté de bah tu vis ta vie, tu t'en fous, tu meurs. Et il y a le côté de l'ange qui est aussi venu parler en mode et Dieu, c'est comment Dieu? Et si là tu commençais à t'intéresser à Dieu, mais j'étais en mode ouais mais Dieu je l'avais renié. Mais là il y a un truc en fait que j'ai toujours entendu et dont j'ai toujours été convaincue avant de décider d'abandonner, c'est que quand Dieu il nous crée, quand il nous met sur la terre, c'est pour accomplir un but, c'est pour accomplir une mission, c'est pour quelque chose, en fait c'est pas pour rien. Et j'ai eu cette conviction d'un coup de, en fait si je suis née, si je suis venue sur terre, c'est pour accomplir quelque chose. Et je me dis bah je vais parler à Dieu. Et je commence à dire à Dieu, Seigneur, s'il y a une chose que je sais sur toi, c'est que quand tu crées les gens, tu les crées pas pour rien. Si tu m'as mis sur cette terre, c'est pas pour que je meure comme ça, cadeau, avant mes 20 ans à cause de la maladie. Mais moi je crois déjà que tu peux me guérir. Et surtout je crois que j'ai un truc à faire sur cette terre en fait. Si j'ai une mission à accomplir et je refuse de mourir, je refuse de partir comme ça, cadeau de la maladie, sans avoir accompli cette mission là. Et d'un coup en fait j'ai été envahie par la foi. Et bah, le Dieu que j'avais renié parce qu'il s'en foutait de ma vie, il permettait que je sois transfusée, bah là d'un coup j'ai cru qu'il pouvait me guérir et qu'il allait me guérir. Et je me suis dit, je crois que tu vas me guérir du cancer. Et que moi après quand je serai guérie, j'irai témoigner en fait de ce que toi tu as fait pour moi. Et j'irai accomplir la mission pour laquelle toi tu m'as mis sur terre. En fait j'ai refusé une mort précoce. Et j'ai cru en la guérison d'un coup. Mais par contre je pensais que ça allait être super compliqué. Genre j'étais prête à... Je sais pas pourquoi je m'étais fixé ce délai là, mais j'étais prête à ramener limite mes valises à l'hôpital et à vivre à l'hôpital pendant 2 ans. Genre je pensais que ma guérison par rapport au cancer allait prendre 2 ans et que j'allais faire les chimios, j'allais faire les opérations, s'il faut les radiothérapies ou je ne sais quoi. Et donc traiter en parallèle le cancer et en parallèle la drépanocytose, mais ça s'avérait extrêmement compliqué, juste médicalement parlant, la compatibilité de mes traitements et tout, enfin ça allait être chaud, ça allait être un bourbier de fou, mais j'étais convaincue que j'allais m'en sortir. J'étais vraiment en mode ça va le faire, ça va être dur, ça va être long, ça va être compliqué, je vais vraiment passer par le chemin où je vais vivre la maladie, le cancer pleinement, mais aussi la drépanocytose et tout pleinement, et que j'allais devoir rester à l'hôpital longtemps. Donc bah c'est là, dans ma tête, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, dans le cabinet du médecin qui m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Vous voyez la prière, bah la prière de quand on décide de devenir chrétien,
de son plein gré, de soi-même, de donner sa vie à Dieu, de consacrer sa vie à Dieu. Je fais cette prière-là toute seule dans ma tête. Ensuite, je reviens donc parmi le monde des vivants. Enfin, je reviens, voilà. Et elle continue de parler, enfin, elle parle beaucoup. On se donne rendez-vous quelques jours après, je crois, pour faire un autre examen. Et donc, je rentre chez moi et la première chose que j'entends quand j'arrive chez moi, c'était mon beau-père était à la maison, il regardait les infos. Et dès que je mets les pieds chez moi, j'entends le cancer du sein est la maladie la plus meurtrière chez les femmes en France, un truc du style. Et là, je dis je vais pas me laisser influencer par ça, je vais pas me laisser intimider par ça. Moi, je vais guérir du cancer, je ne vais pas mourir comme ça d'une maladie. En plus d'une maladie qui n'est même pas celle qui m'a fait souffrir toute ma vie, une maladie qui est sortie comme ça de nulle part. Je refuse. Et quelques jours après, donc, je fais une biopsie. Ils avaient expliqué que c'était surtout pour savoir dans quel angle opérer, mais aussi du coup connaître la nature exacte des tumeurs, etc. J'en avais plein, je vous dis j'en avais 9. Et je me souviens à l'époque, j'avais un problème avec mes cheveux. Mes cheveux étaient hyper abîmés et tout. Et j'avais demandé à ma mère de me couper les cheveux. Et du coup quand je suis rentrée à la maison, donc après mon diagnostic, je me projetais en gros dans la vie avec un cancer, tu vois, la vie en mode chimio, etc. Comme je vous ai dit, je me préparais vraiment à ramener mes valises à l'hôpital pendant 2 ans. Et je me suis dit, pas ça tombe bien, mais en mode, je me suis déjà coupé les cheveux, on n'aura pas besoin de me couper les cheveux à l'hôpital et tout, parce que généralement quand t'as un cancer, chimio ça fait tomber les cheveux. Et au début, quand on fait les premières séances de chimio, dès que les cheveux commencent à tomber, on les coupe. Et je me suis dit, moi je me suis déjà coupé les cheveux. Et donc oui, quelques jours après, je fais la biopsie. Quand je revenais de ma biopsie, j'avais 2 grands pansements compressifs comme ça. Et c'était la période du bac. Déjà, je savais même pas si pendant que mes camarades seraient en train de composer le bac, moi je serais, ça se trouve je serais en chimio, ça se trouve je serais dans un bloc opératoire. En fait, je savais plus, j'avais plus de vision ni de garantie en fait sur mon avenir et même mon avenir très proche parce que c'était vraiment à quelques semaines du bac tout ça là. Ma première épreuve, c'était quelques jours après ma biopsie. Et donc je suis partie passer une épreuve de philo avec mes 2 grands pansements compressifs qui traversaient tout mon corps comme ça et tout. Non, je suis trop forte. Je suis partie passer mon bac quelques jours après une biopsie, en plein diagnostic de cancer, pendant que les médecins ils sont en train de se casser la tête de comment on va l'opérer, comment on va la traiter, comment machin. Moi j'ai dit non, en fait, tant que je suis pas à l'hôpital, je vais pas aller passer mon bac, j'y vais. Et ça m'a réussi parce que mon bac je l'ai eu du premier coup. Et bref, donc on passe l'épreuve de la biopsie, etc. Donc les médecins sont toujours en train de chercher comment faire et tout. Et après encore d'autres examens, au final, et donc j'avais commencé à prier aussi. Je priais pour ma santé, je priais pour mon bac, je priais pour ma vie et tout. Et donc à un moment j'ai un rendez-vous comme ça et on m'explique que finalement je n'aurais pas besoin de chimiothérapie, je n'aurais peut-être pas besoin de chimiothérapie parce que ils ont vu qu'en gros je pouvais guérir d'une simple opération. En fait on m'a exposé 2 options. En gros ils ont découvert que mon cancer était moins grave que ce qu'ils m'avaient annoncé, que ce qu'ils avaient prédit, etc. Et que donc il y avait une option que je guérisse juste par l'opération. La première, c'était soit on enlève juste les plus grosses tumeurs, donc la plus grosse je vous ai dit qui me faisait mal, qui me brûlait et tout, soit juste on enlève celle-là et 2-3 autres qui étaient aussi un peu imposantes et on les remplaçait par des mini prothèses, mais en laissant les autres tumeurs et en laissant la chance qu'elles puissent en gros se développer en tumeurs malignes et graves et donc en cancer plus important. Donc soit cette option là, soit la deuxième option c'est qu'on me fasse une double mastectomie totale. Donc ça veut dire qu'on me... Voilà. Et de toute façon j'avais compris que l'option la plus sage en vrai c'était la double mastectomie totale parce que là on enlevait toutes les tumeurs et on enlevait le risque que je garde mes seins mais que je garde aussi d'autres tumeurs et que ces tumeurs là plus tard se développent en cancer. Ça me permettrait de me débarrasser une bonne fois pour toutes, enfin a priori ça me permettait de me débarrasser une bonne fois pour toutes de cette histoire là. Et surtout j'avais pas besoin de chimio, on m'avait dit que je pouvais guérir juste d'une opération. Après ils m'ont expliqué que comme mon cas il était quand même grave quoi,
une seule opération n'aurait pas suffi, donc ils ont prévu 2 opérations à 6 mois d'intervalle pour finir le travail en fait avec la deuxième opération. Mais dès la première opération, j'allais être guérie, on allait m'enlever le plus grave, le plus gros, et juste la deuxième opération ça allait être un peu en mode retouche, retravail du truc, mais on me promettait la guérison dès la première opération. Et donc à ce moment là, on est en juin, on me laisse finir mon bac et tout, comme j'avais dit que non, j'allais passer mon bac, et on me programme l'opération pour le mois d'août, et en fait mon anniversaire c'est en août, donc je suis née le 5 août, et le 6 août c'était en 2013. Ouais, c'était en 2013. Le 6 août 2013, je suis rentrée à l'hôpital pour me faire transfuser. Donc par rapport à ma drépanocytose, il fallait que je me fasse transfuser avant de me faire opérer. Je me suis fait transfuser le 6 août et je me suis fait opérer le 12 août. Et 6 mois plus tard, en janvier, j'ai eu ma deuxième opération. Donc voilà, le 12 août 2013, j'ai été guérie grâce à mon opération. Mais en fait, moi je m'attendais à être à l'hôpital, à avoir la chimie, etc. À ce que ce soit lourd, à ce que ce soit dur. Et Dieu au final il a trouvé une autre solution, une solution plus rapide, plus efficace j'imagine, contrairement à ce que moi j'imaginais. Mais pendant très longtemps, j'ai vraiment eu du mal à accepter cette option là. J'étais guérie, ok, gloire à Dieu, mais j'étais à peine une femme qu'on m'avait déjà retiré mon corps de femme. On m'a tout enlevé. Et à 18 ans, je me suis retrouvée à avoir des prothèses, mais totalement. On m'a vraiment tout enlevé, tout coupé. Et en fait, moi, je l'ai vécu comme une mutilation. Je m'étais préparée donc à être à l'hôpital, à faire la chimie et tout, mais je m'étais pas préparée à perdre une partie de mon corps comme ça. Et surtout une partie de mon corps de femme, genre qui fait que je suis une femme. Ça c'est quelque chose que j'ai très mal vécu psychologiquement pendant très longtemps, que j'ai eu du mal à accepter en fait la période des opérations. Et donc j'ai eu 2 opérations, mais après j'en ai eu une troisième 3 ans plus tard. J'ai eu une troisième opération parce que mes premières prothèses s'étaient abîmées et donc il fallait les changer. Et ça c'était vraiment c'était traumatisant, clairement. C'est vraiment le truc de je suis à peine une femme qu'on me retire déjà mon corps de femme, on me mutile. Donc la guérison physique, elle était faite, mais après il restait le psychologique, et il reste encore. C'est même jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement remise de tout ça. Après, franchement, gloire à Dieu, ma vie a été sauve, j'ai été guérie, mais vraiment juste la manière dont j'ai eu ma guérison, c'est quelque chose qui m'a... et encore maintenant, c'est quelque chose qui m'a longtemps pesé et qui me pèse encore maintenant. Mais voilà donc mon histoire. Donc je voulais lancer ce podcast maintenant, en cette période de sensibilisation Octobre Rose, pour moi aussi apporter un peu ma part à l'édifice de la sensibilisation qui se fait en ce mois. Pour dire vraiment que la maladie, ça n'arrive pas qu'aux autres. La maladie ne prévient pas, la maladie n'a pas de préférence, la maladie n'a pas de genre, la maladie n'a pas d'âge, parce que le cancer du sein, c'est une maladie qu'on diagnostique à partir de 50 ans, et moi on me l'a diagnostiqué à 17 ans. Et là je vous ai épargné plein de détails, mais c'est vraiment super grave en fait ce qui m'est arrivé, c'était vraiment très compliqué. Et pour dire ne pas négliger, ne pas se dire ah mais ça peut pas m'arriver. Moi j'avais déjà une maladie grave, donc je ne me serais pas attendue à en avoir une autre comme ça, et surtout celle-là, et surtout à cet âge-là. Et vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc c'est pas pour vous faire paniquer, bien évidemment, mais faites attention à vous, renseignez-vous quand il y a des périodes comme ça. Pour la nuit du 30 septembre au 1er octobre, la Tour Eiffel s'allume en rose. C'est pas juste parce qu'elle est girly, et c'est pas juste pour faire joli, mais c'est pour rappeler cet événement-là, rappeler qu'il y a des centaines, voire même des milliers de femmes en France et dans le monde qui meurent du cancer du sein, qui ont un cancer du sein, que c'est une maladie lourde, c'est une maladie grave, c'est quelque chose c'est une chose en fait où on doit être alerté tout simplement. Donc voilà, si je fais mon témoignage aujourd'hui, c'est vraiment juste pour moi aussi, vu que j'ai une histoire à partager, apporter ma pierre à l'édifice d'Octobre Rose. J'espère que ce podcast vous aura plu, que cette vidéo YouTube vous aura plu.
Je vous invite à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à suivre mes activités. Et je parle bien plus souvent de la drépanocytose que du cancer du sein parce que c'est encore quelque chose de... C'est quelque chose de quand même délicat, vous voyez. Je suis pas très à l'aise à ce sujet, donc c'est ma propre histoire. Mais rien qu'avant de faire cette vidéo, de faire ce podcast, j'étais en panique totale. Déjà ça fait des mois que des années même, que je repousse. Et là je m'étais convaincue de le faire là cette année. Mais j'ai repoussé pendant 10 jours et j'étais en stress total, en panique totale, alors que je devais juste me mettre devant un micro et raconter ma vie. En plus je suis toute seule, il n'y a personne à côté de moi et tout. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment pesé, qui m'a vraiment stressée, qui m'a créé beaucoup d'anxiété. Et pour le bien de la cause, parce que je sais que ça fait du bien d'entendre aussi des témoignages comme ça, de personnes qui ont vaincu la maladie, de personnes qui ont survécu, de personnes qui s'en sortent, qui réalisent des projets, qui vivent même après le passage de la maladie. Je sais que c'est quelque chose qui fait énormément de bien, parce que si moi aujourd'hui j'ai la capacité de parler, et si j'ai plus facilement accepté certaines choses qui me sont arrivées par rapport à la maladie, c'est aussi parce que j'ai entendu des personnes parler de leur parcours, parler de leurs témoignages. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de partager cet épisode de ma vie. J'espère que ça fera du bien, ne serait-ce qu'une personne. On se dit à très bientôt pour un autre épisode.